Bonjour à tout le monde. Cette fois-ci, on m'a demandé de vous entretenir à propos des relâcheurs, des extracteurs. Et c'est intéressant parce que j'ai commencé à travailler dans les érablières dans les années 80, quand que la tubulure a commencé à prendre de l'ampleur. Ça m'a permis de voir l'évolution justement de ces choses-là. Donc, nous avons ça, c'est le plan de cours que je m'attends de voir avec vous. On devrait commencer par parler à quoi va servir ces appareils-là. C'est très intéressant d'essayer de comprendre l'évolution qui a eu lieu pendant ces années-là. Euh, Pourquoi on en est avec les relâcheurs d'aujourd'hui? Ben, c'est avec les expériences qu'on a eues avec ceux d'avant. Pourquoi choisir un modèle électrique ou mécanique? C'est quoi l'effet de recul et son impact? C'est quoi les paramètres pour choisir le bon appareil, l'étanchéité de cet appareil-là, l'entretien, les options, puis un petit mot sur les stations souterraines. Alors, le rôle des relâcheurs, c'est une composante qui est très importante parce que s'ils ne fonctionnent pas, nous aurons plus de sève qui va rentrer dans la cabane. Puis à gauche, j'ai un exemple où c'est un mécanique on voit que la sève s'accumule où la sève arrive, dans le manifold, sans que la sève descende dans l'autre section. On voit des fois là, qu'il y a des pressions différentes là, qui s'opposent et on a des moments d'arrêt comme ça. Ou à droite, j'ai un relâcheur électrique là, où il fait tempête dans le relâcheur. C'est des situations où ce qu'on voit que des fois, ça ne marche pas tout le temps. Et si le relâcheur ne fonctionne pas, la sève n'entre plus dans la cabane et ça va affecter grandement notre rendement. Notre relâcheur a deux fonctions. C'est quand la sève va arriver dans la station de pompage ou dans la cabane, c'est le lieu où on va séparer l'air qui est dans le réseau, qui provient de l'ensemble des fuites, et la sève qui arrive. Fait que c'est à cet endroit-là que la séparation va se faire. Fait que, donc, notre appareil va séparer efficacement l'eau d'érable provenant des entailles et l'air provenant des fuites qui circulent ensemble dans les tubes collecteurs. C'est dans l'appareil aussi qu'on va ramener l'eau d'érable à une pression atmosphérique parce que dans le réseau, on est sous vide. Mais c'est au niveau du relâcheur qu'on va remettre la sève à la pression atmosphérique pour être capable de la transférer dans les bassins qui, eux, sont à l'air libre. Ensuite, on va acheminer l'air du système, l'air des fuites, vers la pompe à vide. Les quelques définitions pour qu'on s'entende sur les mots. Quand que c'est une pompe qui va vider le transvideur, ben, on va appeler ça souvent un relâcheur, mais le terme qui pourrait être utilisé, c'est un extracteur, parce qu'on va extraire la sève avec une pompe. En anglais, c'est extracteur, puis en français, extracteur. Puis si vous avez plutôt un autre genre de mécanisme qui fait que la sève va tomber dans le bassin, bien là, on parle d'un relâcheur, releaser en anglais, ou pneumatique. Souvent, on mélange tous les termes. Gaston Allard, ceux qui ont connu M. Allard, lui, il appelait les deux transvideurs. Fait que relâcheur, ça peut être associé à ce qui est mécanique, puis extracteur, ça peut être associé à ce qu'il y a une pompe électrique pour le vider. Pour le reste de la présentation, là, je vais souvent utiliser le mot relâcheur ou transvideur, mais pour les deux types, là, électrique et mécanique. Donc, ça, c'est l'évolution qu'on a eue au cours des dernières années. Là. On a commencé à travailler avec de l'équipement provenant de laiterie. Après, on est allé dans l'électrique, mais avec du plastique. On est allé dans le mécanique. On a eu plusieurs variétés de relâcheurs mécaniques. On vient de revenir à l'électrique. Fait que là, on va regarder un peu comment ça s'est passé. C'est sûr que les premières personnes
qui ont désiré appliquer du vide dans la forêt se sont inspirés des fermes laitières. Et il y a plusieurs personnes qui ont pris les équipements qu'il y a dans la laiterie puis les ont emmenés dans le bois. Fait que ici, ben, j'ai 2 tubes collecteurs qui arrivent de chaque côté de la cruche en verre et la pompe qui était ici, elle avait quand même une excellente capacité pour extraire le liquide, même sous vide. Puis, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui travaillent avec ce système-là. La seule chose qu'ils ont dû faire avec les années, c'est de changer les pièces de caoutchouc pour améliorer l'étanchéité. Mais je connais des gens qui font des rendements importants avec un type d'équipement comme ça, puis ils pompent jusqu'à 25 pouces de mercure. Donc, cette chose-là était le départ. C'était une bonne idée. Puis après, on s'est inspiré de ça. Mais il y a encore plusieurs personnes qui travaillent avec ce système-là. Dans les mêmes années, autour des années fin 70, puis on est dans les fins 70, début 80, est arrivé un relâcheur pneumatique comme ça, où il y avait 2 sections à l'intérieur. La première pour accueillir la sève, avec un mécanisme en dessous là, qui pouvait faire que l'eau tombait dans la section en dessous pour pouvoir sortir. Fait que ça a été en remplacement de ce qui était électrique. Certaines personnes souhaitaient ne pas avoir de moteur électrique pour vider la sève du contenant. Fait que cette solution-là est apparue. Et ça a duré quand même plusieurs années. Et les gens ont souhaité revenir quand même à l'électrique. Et là, on a eu plusieurs exemples de modèles. Là. Puis très souvent, la plupart du temps, les relâcheurs étaient verticaux et la pompe était externe à ce moment-là. Et on avait un système de flotte à l'intérieur qui donnait le signal à la pompe de le vider. Ça a duré plusieurs années et la très grande majorité des gens ont eu des relâcheurs qui ont ressemblé à ça là, pendant quelques décennies. Et à mesure qu'on a augmenté le niveau de vide de la pompe vacuum, la pompe externe a eu de plus en plus de difficultés à garder un bon débit, mais surtout, il y avait de plus en plus souvent des bulles d'air qui se retrouvaient dans la pompe. Et parce que la plomberie entre la pompe et le relâcheur était imparfaite. Et à plus qu'on augmentait le vacuum, plus qu'il y avait de l'introduction d'air quelque part dans le relâcheur ou dans la plomberie entre le relâcheur et la pompe. Ces bulles d'air-là, quand ils se retrouvaient dans la pompe, elle avait de la misère à avoir un bon débit. Même des fois, elle virait sans être capable de vider le relâcheur. Fait que le problème des bulles d'air a fait en sorte qu'il y a eu un développement important de relâcheurs mécaniques qui permettaient de ne plus avoir de pompe et d'avoir un entretien un peu plus simple parce qu'il y avait il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de pompe. Fait que ça a été pendant plusieurs années, puis même encore pendant quelques décennies, très, très, très fréquent de voir des relâcheurs mécaniques. On a commencé avec des mécaniques simples, et là, il n'y avait plus l'histoire de la bulle d'air. Ça fait que même si on avait continué d'augmenter le vacuum, c'était parti de 10, on a monté à 15, là, on était rendu à 20 pouces de mercure, puis puis quand on allait en haut de 20 pouces de mercure, ici, ben, on avait de la difficulté, c'est que les gens, quand il y avait des vacuums un peu plus élevés que 17, 18 et 20, préféraient travailler avec des relâcheurs mécaniques comme ça. Puis les premiers sont arrivés avec des relâcheurs mécaniques simples, une seule section. Si on regarde le principe de base, c'est qu'à mesure que l'eau augmente, à un moment donné, la tige en haut vient permettre à l'air de rentrer quand il y a assez d'eau dans le relâcheur. Et cet air-là, quand elle va rentrer, elle permet aux pistons de se déplacer. Et là, l'air a accès au grand réservoir. Et à mesure que l'air est là, le vacuum est moins bon, on ne sera plus capable de retenir la trappe en dessous. Et là, la sève va se vider.
Une fois que la sève s'est vidée, on va pouvoir refaire le vide. Le cylindre va venir se redéplacer pour qu'on puisse évacuer l'air et le vide est rebâti. C'est le principe de base des relâcheurs mécaniques. Fait que là, si on le voit en un seul mouvement, voilà. Fait que ça nous a satisfait pendant plusieurs années. Par contre, on a commencé à entendre parler que ça pouvait être un inconvénient si on observait des reculs en forêt. Puis, pour diminuer l'effet de recul, les manufacturiers ont changé l'approche du relâcheur mécanique. Plutôt d'avoir une seule section, ils ont fait deux sections. C'est des mécaniques doubles. Et ces modèles-là, ils sont alternatifs. Quand c'est plein à gauche, ça va se vider. Et là, le vacuum va se transférer sur la section de droite et c'est lui qui va se mettre à travailler. Mais entre les deux, il y a un délai. Ce n'est pas continu. C'est alternatif, puis entre les deux, il y a un moment d'hésitation et qu'on pouvait percevoir comme étant des mouvements de recul dans la tuyauterie en forêt. Mais déjà, avec un mécanique double, on avait moins de recul qu'avec un mécanique simple. Alors, la génération suivante de relâcheurs mécaniques, on appelle ça des mécaniques à vacuum continu, c'est que là, j'ai regardé le manifold, il est beaucoup plus gros. Puis, la pompe vacuum fait le vide sur les deux sections, sur le manifold et sur le réceptacle où la sève s'accumule. Et quand la section du bas se vide, on va se retrouver à avoir encore du vacuum sur le manifold. Il y a un clapet qui se ferme entre les deux. Et pendant que la section du bas se vide, je continue d'avoir du vacuum dans le manifold sur le dessus. Et là, le vacuum varie beaucoup moins à ce moment-là dans la forêt. Fait que cette chose-là nous a amené à avoir moins de recul. La suite de ça a été d'avoir un jumelé à vacuum continu. On est double, mais en plus, au lieu d'être simplement double mais alternatif, on peut voir ça comme deux relâcheurs mécaniques en parallèle. Et ils fonctionnent les deux en même temps. La sève peut tomber dans les deux sections et la première des deux sections qui est pleine va se vider, mais l'autre est déjà en fonction. Et c'est avec ces relâcheurs mécaniques-là qu'on observe le moins de recul dans la forêt parce qu'ils sont doubles, mais en plus, il y en a toujours un des deux qui est en fonction. Oui, ça va arriver que les deux, ils vont se vider en même temps, mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, c'est un qui se vide, puis l'autre est déjà en fonction, ce qui amène beaucoup moins de recul en forêt. Fait qu'on a progressé. La suite des choses, ça a été des mécaniques électriques. Le principe, c'est que on a ici deux relâcheurs mécaniques. Quand il y a une section qui est pleine, le relâcheur se vide, mais au lieu de se vider dans un bassin, ça se vide dans un tuyau. Et au bout du tuyau, il y a une pompe. Et c'est là qu'on devient électrique. L'avantage de ça, c'est que le fait qu'il n'y a plus de vacuum dans le tuyau en bas quand la sève se vide, la pompe n'a pas à combattre de vacuum. Et elle a donc un bon débit. Puis toute l'histoire de la bulle d'air est moins importante. Fait que ça, c'était comme d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. J'ai un relâcheur mécanique, mais j'ai une pompe, puis ça me permet de me mettre plus bas dans la cabane, parce que les relâcheurs mécaniques étant déposés sur les bassins, certaines érablières avec peu de pente avaient de la difficulté parce que ça faisait une arrivée des tubes collecteurs trop haut. Fait que là, ici, on revenait avec quelque chose qu'on pouvait déposer sur le sol, mais le fait qu'il était mécanique électrique, il y avait moins de problèmes de bulles d'air. Fait que ça l'a existé là, pendant quelques années. Et différentes compagnies en ont produit. Puis ici, au lieu, l'air pouvait être fait, on pouvait faire rentrer l'air au lieu que ce soit par l'entrée conventionnelle que j'ai montrée tantôt par le mécanisme avec le piston. Bien là, ici, ça peut être une valve qui, quand que la sonde lui dit
on est prêt à se vider, ben là, ça va faire ouvrir une valve pour faire entrer de l'air, pour faire vider la section du dessus dans celle-là d'en bas. Mais c'est encore un mécanique qui se vide dans la section d'en bas qui, elle, est électrique. La suite logique de ça, c'est l'arrivée des pompes submersibles. Fait qu'il y a quelques années, les gens ont dit, si on mettait une pompe dans l'eau, on n'aurait pas de problème de bulle d'air parce que la pompe serait entourée de sève. Puis là, il n'y aurait plus la petite problématique de la fameuse bulle d'air ou des bulles d'air qui vient nuire à la pompe externe. Et là, ben, est arrivé plusieurs modèles de relâcheurs électriques dans lesquels les pompes étaient submergées, des pompes submersibles. Et ça a permis de revenir à l'électricité et de pouvoir monter le niveau de vide beaucoup plus haut sans avoir la problématique de la bulle d'air dans les pompes parce qu'elles étaient plus externes. Fait qu'on pouvait monter à 22, 25, 27, 29, puis on était capable d'extraire la sève avec une pompe, ce qui était une révolution. Là, on est un peu rendu là. Fait que ici, j'ai un modèle Dominion, ici, j'ai un modèle CDL. Fait que c'est la même chose. On a une pompe submersible, on la voit, là, elle est dans un cylindre en dessous, entourée d'eau. Donc, il n'y a pas le problème de la bulle d'air. Et ces pompes-là, ils peuvent être assez puissantes même pour repousser vers le bassin de la cabane, même s'il y a une distance qui est importante. Fait que là, il y a plusieurs pompes avec différentes capacités. Et effectivement, il y a des gens qui décident de ne plus avoir de bassin. La sève, elle arrive dans le relâcheur électrique et la pompe la prend et la refoule vers la cabane, même si la cabane est à une bonne distance. Par contre, là, la dimension de la pompe et sa capacité, surtout, est en conséquence. Fait qu'ici, j'ai un modèle de la pierre. On va remarquer ici que même si ma pompe est dans le relâcheur, même si elle est dans l'eau, elle est quand même affectée par le niveau de vide. Puis que votre pompe soit externe ou submersible, dans les deux cas, toutes les pompes qui vident les relâcheurs, leur débit est affecté par le niveau de vide. Fait que là, ici, selon la sorte de pompe que la pierre propose, dans l'exemple ici, ben, on voit que le modèle de 20 gallons par minute d'une demi-force va nous donner 20 gallons par minute dans certaines conditions d'opération, mais comme à 20 pouces de mercure. Mais si je monte à 25, ou si je monte à 27, ou si je monte à 28, là, on voit qu'à 28, c'est plus une 20 gallons, c'est une 6 gallons. Puis la même chose pour les autres modèles. Là. Toutes les pompes sont affectées par le niveau de vide, qu'elles soient externes ou internes. Et quand vient le temps de choisir le relâcheur, mais surtout les pompes qui viennent avec, vous devez être précis lors de votre commande. Là. Quel est le nombre d'entailles que vous allez avoir? Quels sont les coulées de pointe que vous vous attendez à avoir? Mais bien sûr, à quel niveau de vide pensez-vous pomper? Parce que ça va affecter le débit de vos pompes. Ici, on est dans le H2O. Je ne les nomme pas tout le temps, mais là, vous avez souvent là, la puissance des pompes qui sont offertes. Là. Fait que là, ici, j'ai des relâcheurs électriques avec des pompes submersibles qui peuvent être horizontales ou peuvent être verticales, mais dans tous ces cas-là, les pompes sont internes aussi. On est rendu là dans les années présentes. Là. Les relâcheurs électriques qui sont offerts nous sont principalement offerts toujours avec des pompes submersibles, pour les raisons qu'on a dit. Ici, j'ai l'intérieur d'un BHR, où ce que là, on peut penser à comment les pompes sont déposées, fixées. Certains modèles sont simplement déposés dans le cylindre. D'autres modèles sont attachés. D'autres, ici, c'est des modèles sur glissière, mais ça, il faut que vous pensiez, si je vais chercher un relâcheur avec des pompes internes comme ça, il faut que j'aie un accès pour aller chercher la pompe, pour faire son entretien, pour faire son nettoyage.
souvent, les relâcheurs, ils sont dans un coin difficilement accessible. La pompe, avant, était externe, facilement accessible. Là, la pompe est à l'intérieur. Il faut que dans notre design, là, puis dans notre planification, que je sois capable d'enlever le couvert, que je mette le relâcheur dans un sens que je suis capable de retirer facilement la pompe pour en faire son entretien et son nettoyage. Ici, j'ai un modèle Erablo qui, eux autres aussi, là, nous proposent avec des pompes internes. Puis là, ben, il y a des modifications. Ici, j'ai un ancien relâcheur Bernard électrique avec une pompe externe, là, on peut s'imaginer qu'il y avait une pompe Gould ou peu importe la marque qui était à côté ou en dessous. Puis, a été modifié par CDL, a été CDLisé. Puis, on a maintenant une pompe submersible de CDL qui vide le relâcheur électrique. Ça, c'est important parce qu'on n'est pas obligé de toujours changer ce qu'on a. Des fois, les choses qu'on a peuvent être améliorées. Et souvent, on peut le faire à la moitié du coût que si on le changeait. On peut changer et acheter du neuf tout le temps. Mais des fois, on peut améliorer ce qu'on a avec une nouvelle technologie et le rendre plus adapté au goût du jour. Puis là, ici, ben, c'est un très bon exemple où ma pompe externe a été remplacée par une pompe submersible. Il existe des hybrides pour les gens hésitants. Vous pouvez imaginer que vous allez avoir un relâcheur avec une pompe interne qui va être le relâcheur électrique, mais avec une deuxième sonde ou une deuxième flotte qui va donner le signal au relâcheur de dire « Ah, il semblerait que la pompe électrique ne fonctionne pas ou elle fonctionne mal. Bon, bien, si le niveau atteint un peu plus haut, on va laisser sortir la sève d'une manière mécanique. » Ça existe, des relâcheurs hybrides qui ont la possibilité de fonctionner avec la pompe. Mais si jamais la pompe ne fonctionnait pas, ou si jamais la coulée était exceptionnelle et que la pompe ne fournissait pas, j'ai l'option mécanique pour se vider dans le bassin. C'est des choses qui existent. Est arrivé par la suite des relâcheurs à extraction continue. Ça, c'est un modèle américain qui malheureusement n'existe plus, mais ça a été comme un des premiers modèles qu'on a vu qu'on avait une pompe avec la lecture se faisait dans le cylindre par un ultrason pour mesurer la hauteur d'eau qu'il y avait dans le cylindre. Et la pompe fonctionnait à une vitesse variable. Exemple ici. Fait que là, il y a une consigne qui était sur. On a le manifold, la sève arrive pour la démonstration et le niveau de vacuum. Mais vous aviez toujours, comme là, on avait quand même 28 de vacuum, là, le vacuum était élevé. Le niveau dans le cylindre demeure toujours le même. Et ce qui change, si la coulée est plus ou moins importante, c'est le débit de la pompe qui variait en fonction de la coulée pour avoir une sortie en continu. Fait que ça, c'est un des premiers modèles que j'avais vu. On peut avoir ça encore maintenant. CDL offre des relâcheurs avec justement à vitesse variable où on va reproduire ce qu'on vient de voir. Il y a une consigne là, qui est programmée pour dire je veux qu'il reste toujours à peu près une certaine épaisseur d'eau dans le cylindre en bas, où ce que sont les pompes submersibles. Puis la drive va faire varier la vitesse de la pompe pour justement avoir une évacuation de la sève en continu. C'est sûr que ici, c'est la même chose. Ce sont des relâcheurs électriques avec des drives. La modulation, elle permet de s'adapter si jamais il y a des modifications de débit. Ben, les pompes, à ce moment-là, ils varient de débit si la sève elle arrive de façon plus abondante. Puis, pour les gens qui sont loin en forêt, des fois, l'électricité, c'est quelque chose de fragile. Puis, plus qu'on est loin de la cabane, des fois, si on a des pompes importantes là, avec plusieurs ampères, ben, le fait de faire partir la pompe et de la faire arrêter, ça crée une demande électrique momentanée un peu plus élevée. Fait qu'imaginez que vous avez un relâcheur électrique avec deux pompes assez importantes.
une force et demie ou 2 forces. Quand que les pompes partent, ça fait une demande électrique importante. Si vous êtes loin de la cabane, c'est compliqué. Votre électricien ne veut plus vous parler. Fait que le fait d'avoir la drive, les démarrages, puis les choses sont plus lentes, puis ça permet d'avoir des pointes électriques moins longues. Il y a encore du monde qui travaille avec des pompes externes. On peut en trouver. Ici, on a un relâcheur Lapierre avec 2 pompes. Les 2 pompes sont externes. Cette photo-là est récente. C'est dans une érablière où les rendements sont importants. Mais pour y arriver, on doit faire de la bonne plomberie. Entre le relâcheur et la pompe, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'entrée d'air. Puis plus qu'on monte notre vacuum, plus que la plomberie doit être bien faite pour pas qu'il y ait d'entrée d'air entre le relâcheur et la pompe. Et pas d'entrée d'air sur le relâcheur lui-même. Tous les joints, tout est étanche. Fait que là, de cette façon-là, ben, il y a des gens qui peuvent conserver des pompes externes parce qu'ils les ont déjà, puis ils ont des spares, puis ils veulent continuer de travailler avec ça. C'est possible. L'idée aussi ici, c'est qu'on a 2 pompes plutôt qu'une. Je pourrais avoir une seule pompe sur ce relâcheur-là. Mais si je n'avais qu'une seule pompe, elle devrait nécessairement être plus grosse. Elle serait plus coûteuse. Puis, si jamais elle brise, c'est trop cher, je n'aurais pas de spare. Tandis que quand que j'ai 2 pompes au lieu d'une, ben, si jamais j'en ai une qui ne marche pas, j'ai encore l'autre qui va m'aider. Je ne suis pas complètement arrêté. Puis si j'ai plusieurs relâcheurs avec des pompes un peu similaires comme ça, dans le garage, je peux en avoir une de rechange, justement, qui est compatible. Fait que 2 pompes, c'est moins coûteux, c'est plus sécuritaire. Puis, je peux aussi les faire partir parce qu'on voit sur le dessus, là, il y a les 2 boîtes grises là, pour les faire décoller. Là. Je peux les faire décoller à des hauteurs différentes. Quand ça ne coule pas beaucoup, il y a juste une pompe qui marche. Puis si ça ne fournit pas parce que ça coule vraiment bien, quand ça atteint le 2e niveau, la 2e pompe. Et là, je vais avoir je vais être capable d'extraire la sève même dans les plus grosses coulées. BHR, eux autres, nous disent qu'ils le font de manière alternative tout le temps. Ils ont un mécanisme qui fait que il y en a une qui part, la fois d'après, c'est l'autre, pour toujours être certain que les pompes ils sont en action et ils sont fonctionnels. Encore une photo assez récente d'un relâcheur électrique avec une pompe externe. On parle de monde qui pompe jusqu'à 25, 26, puis même proche de 27. Là. Par contre, il faut être capable de s'assurer que la plomberie est bien faite pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Il n'y a plus de connexion rapide, là, des quick connect, des choses comme ça. On ne peut plus se permettre ça en bas. Là. Ça ferait beaucoup trop d'air qui rentrerait là. Encore, un relâcheur électrique, 2 pompes externes, puis de la bonne plomberie. Les petits tuyaux avec les flèches jaunes, c'est vos tuyaux de retour des bulles d'air, justement. Ces tuyaux-là, ils sont là pour que si jamais il y avait de l'air, ben, le vacuum va les aspirer puis les ramener dans le réceptacle principal. Puis le check valve, il est là pour que quand que vous allez partir la pompe, il n'y aura pas de sève qui va monter. Là. Mais par contre, juste l'air qui monte ne ferme pas le check valve. Mais ces check valves-là, il faut qu'ils soient fonctionnels. Bien sûr, avec la norme de plomb, vos check valves sont plus en brasse, mais c'est le même principe. Ici, on a eu CDL, à un moment donné, puis d'autres compagnies ont offert une plus grande distance entre les 2 cylindres. Ça crée comme une chute de la sève. Puis cette chute-là crée une certaine pression, puis vient aider la pompe à vider le relâcheur. Par cette différence de hauteur-là, si on peut se le permettre parce qu'on a de la pente en arrière de la cabane, ben, la chute dans le tuyau faisait en sorte que la pompe qui était en bas, elle avait un bien meilleur débit, même si le vacuum était élevé. Et là, c'est vrai pour une pompe submersible ou une pompe externe. Fait que ce principe-là existe. H2O nous propose des relâcheurs tout en acier inoxydable. Si dans vos rêves, là, vous êtes rendu là, vous voulez plus de plastique, puis vous voulez un relâcheur moderne et en acier inoxydable, ça existe, il y en a un ici. Fait que là, les différentes composantes, en haut, là, c'est le manifold pour la réception.
Ensuite, vous avez la descente, ça se trouve à être le grand cylindre ici pour descendre dans le cylindre d'en bas. Vous avez 2 pompes ici dans le milieu. Puis le dernier ici, c'est l'indicateur de niveau. On peut voir dedans. Et on a le niveau avec la flotte. Fait que c'est une nouvelle génération de relâcheurs électriques. Ça, c'est l'arrière avec les 2 sorties des pompes. Puis en haut, ben, vous avez les arrivées. Dominion ici nous propose un relâcheur mécanique, mais avec des ouvertures électriques par des valves Bellino. Fait que plutôt que de. Fait que la valve, là, j'ai un relâcheur double. Si je prends la première valve à gauche, là, ça va servir à l'intérieur. La valve, c'est des becs de canard, comme l'image complètement à gauche. Fait que quand il y a assez d'eau dans le relâcheur, la valve électrique va ouvrir pour faire entrer de l'air. Puis, ça va permettre au relâcheur de se vider. Puis, là, quand que la valve Bellino de gauche va se fermer, la valve va sortir par la valve Bellino, la deuxième, celle du centre, pour être évacuée. Fait que c'est un modèle qui est plus doux. Puis, il peut même être mis dans une station de pompage dans laquelle il n'y a pas d'électricité parce que ces moteurs-là nécessitent très peu de courant, puis on peut faire fonctionner ça avec quelques panneaux solaires puis des batteries. Fait que j'ai un relâcheur mécanique, mais avec une portion électrique pour l'ouverture et la fermeture. Ça existe. On a fait le tour de ce qui est disponible. Maintenant, qu'est-ce que je vais choisir si j'en achète un demain? Est-ce que je vais acheter un modèle électrique ou un modèle mécanique? On observe des reculs de la sève dans le réseau de collecte avec les relâcheurs mécaniques. C'est que c'est un fait, là. Puis certains en voient plus que d'autres. Il y a différents paramètres qui l'expliquent. Si cette sève-là est contaminée parce qu'il fait chaud, les tubes sont sales, et qu'elle atteint l'entaille, cela peut affecter le rendement. C'est pour cette raison-là que quand on a l'électricité, on n'hésite pas. Il est préférable de mettre un relâcheur, un transvideur électrique. J'ai de l'électricité, j'en prends un électrique, ça va éliminer cette possibilité de recul-là due au relâcheur. Le Centre Proctor au Vermont, c'est une des publications là, qui ont fait à propos de ces événements-là de recul. Ce qui est important, 2 choses. Quand que le relâcheur va se vider, il va avoir moins de vacuum au niveau de la station, plus de vacuum au niveau de la tubulure, et c'est là qu'on observe des reculs dans les 5-16. Puis, ces reculs-là, ils vont amener avec eux des micro-organismes qui peuvent reculer jusqu'au niveau de l'entaille. Et ça, on le sait depuis longtemps, là. Cette publication-là, elle a maintenant plus de 10 ans. Puis ici, ben, on a un exemple d'un relâcheur mécanique simple là, en action. Quand le relâcheur mécanique s'est vidé, on a bien vu que la sève a arrêté de couler dans le relâcheur. Et après, elle a repris. À la fin de la journée, j'ai tout reçu la sève que j'avais à recevoir. Je n'ai pas perdu d'eau de l'écoulement de ma forêt. Par contre, j'ai des reculs en forêt. Les gens qui font les fuites détestent ça parce que la vitesse dans les 5-16 change et ça leur rend leur travail de détection des fuites plus difficile parce qu'ils ont de la misère à évaluer si qu'est-ce qu'ils voient, si c'est important ou pas, parce qu'il y a une variation dans le mouvement. Donc, il y a ça. Est-ce que c'est vraiment mesurable? Ici, on a, le Centre Proctor avait fait des mesures au niveau du relâcheur dans une journée. Puis là, on voit que quand, au niveau du relâcheur, le vacuum, il variait entre 22 et 26 là, à chaque fois. Là. Puis, dans la coulée de pointe, qui se trouve être le milieu de la journée, où ce que le nombre de relâchements était plus important, le fait que ça relâche bien souvent
Là, il faut que toute l'air qui rentre dans votre relâcheur soit extrait puis soit évacué par la pompe vacuum. Mais si ça dompe très souvent, ben, on voit que le rapprochement entre les dompages fait que la différence là, de vacuum dans le relâcheur est accentuée. Et dans le milieu de l'après-midi, dans les plus grosses coulées, c'est là que les reculs dans la forêt sont les plus importants. Fait que, ils ont mesuré les variations de vacuum au niveau de la pompe vacuum, au niveau du relâcheur, puis au niveau des tubes collecteurs. Puis, ce qui est sorti de là, c'est que ces graphiques, ils montrent que les fluctuations de la pression du vide au niveau de la pompe, du relâcheur et du tube collecteur, ben, au niveau de la pompe, ils sont beaucoup plus petits. Parce que plus on est proche de la pompe, moins on voit de variations. Puis plus la pompe est importante, plus elle est capable d'éliminer ça sans avoir de... Par contre, à mesure qu'on s'éloigne du relâcheur, dans le relâcheur, là, on voit toutes les pointes là, de variation. Mais si je grossis les données au niveau des tubes collecteurs, si je les grossis, on voit qu'il y a des variations. Puis ça, c'est le vacuum au bout des mains, là, plus loin dans la forêt. Il y a des petites variations, il y a des hésitations, puis ça fait des mouvements. On a déjà observé dans des 5-16 des reculs aussi importants que 3, 4, 5, puis 6 pieds de long de recul dans des 5-16. Si moi, je fais des fuites dans ces conditions-là, j'ai beaucoup de misère à interpréter ce que je vois. Parce qu'il faut que j'attende que ça recule, il faut que ça se remette à avancer, il faut que ça se stabilise à sa vitesse normale, puis là, je vais pouvoir voir s'il y a une fuite. Mais si ça recule encore, je vais m'en aller de ce secteur-là. Puis plus on est proche du relâcheur, pire c'est. Donc, les relâcheurs mécaniques nous amènent certaines difficultés. Là. Fait que la taille du réseau de collecte, la capacité de la pompe, le niveau de vacuum que vous allez avoir, c'est toutes des choses qui vont avoir un effet sur les reculs. La grosseur du réseau, si je prends quelqu'un qui pompe à 20, puis je prends quelqu'un qui pompe à 28, si je pars de 20 et que je baisse à 0, quand la trappe se referme, c'est beaucoup plus facile de revenir à 20 rapidement. Si je pompe à très haut vacuum, 25 et plus, 27, 28, 29, c'est beaucoup plus long pour aller chercher les derniers pouces. Ça fait beaucoup plus de temps pour que les reculs puissent s'effectuer. Donc, en général, l'utilisation de relâcheurs mécaniques moyen fera reculer la sève. On peut mesurer de 1 à 2 pouces au bout du réseau. Là. Et cela signifie que la sève est tirée sur une longueur équivalente du chalumeau. Puis lorsque le recul de sève se produit, la sève qui retourne dans le trou de l'entaille et dans le tissu de l'arbre, ben, les microbes sont trop gros, ils ne rentreront pas dans l'arbre. Par contre, ils vont s'accumuler sur la surface intérieure du trou de la coulée. Et à mesure qu'il y a de plus en plus de micro-organismes qui s'accumulent dans le trou de l'entaille, ça crée un signal fort à l'arbre pour démarrer le processus de compartimentation. L'arbre a peur que ce soit une infection. Et là, ben, il entreprend des mécanismes de défense qui vont faire en sorte que l'érable va couler moins parce qu'il est en train de travailler sur la zone de l'entaille parce qu'il est inquiet. Fait que si on va aux États-Unis, ça fait plusieurs années que ce phénomène-là se discute, mais il y a très peu de relâcheurs mécaniques qui se vendent aux États-Unis à cause de ce phénomène-là. Donc, si j'ai de l'électricité, pourquoi prendre le risque d'avoir des reculs puis de la contamination comme ça? Si j'ai de l'électricité, on met un relâcheur électrique. Par contre, si on n'a pas d'électricité, je n'aurai pas le choix de mettre un mécanique, je n'ai pas d'électricité. Fait que là, on va essayer de faire en sorte de ne pas avoir tous ces problèmes-là. Ben, je pourrais m'inspirer de ce que les gens ils faisaient dans les laiteries. Là. Ça, c'est vieux, cette photo-là. Là. Mais dans les laiteries, il y a eu des réservoirs de métal en galvanisé. Après, il y a eu des réservoirs de métal peinturés bleu. Puis après, il y a eu des réservoirs de plastique blanc. Quand on faisait le retrait
détrailleuse, quand on le fait encore, quand on fait le retrait détrailleuse, ça amène une petite variation de vacuum dans la ligne. Puis là, ça peut faire une petite pression sur les trayons, risque de mamite. Mais si j'ai un réservoir comme ça, ben, ce réservoir de régularisation de pression diminue la variation de vacuum dans la ligne à l'air pour la traite des vaches. Pas de mamite. On s'est inspiré de ça pour les relâcheurs mécaniques. Quand on a des relâcheurs mécaniques, on va disposer un cylindre assez proche du relâcheur. Fait que le tuyau à l'air qui arrive de la pompe vacuum, on le fait communiquer avec le réservoir. Il n'y a pas une entrée et une sortie, c'est juste une communication avec ce réservoir-là, ce qui fait en sorte que, après que le relâcheur se soit vidé, on remarque que le vacuum revient plus rapidement à la consigne souhaitée, mais ça diminue énormément les reculs. Ici, le relâcheur était à 200 pieds de la pompe à vide. On avait 6 pieds de recul dans les 5-16 avant de mettre le cylindre. Maintenant, il y a 7000 entailles. Il n'y a plus de recul. Ici, j'étais à 1200 pieds de la pompe à vacuum, puis j'ai 1200 entailles. Il y avait 6 pieds de recul. On a mis un premier baril, il a resté 1 pied de recul. On a mis un deuxième baril, plus de recul. Fait que là, hop, là je l'ai tourné pour voir comment c'était connecté de l'autre côté. Là. Fait que il n'y a pas une entrée et une sortie, c'est juste une communication avec un cylindre là, qui doit être assez fort pour résister au vacuum que vous allez mettre. Ici, j'ai la même chose. J'ai la pompe vacuum, j'ai un relâcheur mécanique et j'ai un baril d'anti-recul. Pas de recul dans cette station-là. Ici, la pompe est loin, elle est quand même à plus de 600 pieds de distance. Puis ici, la pompe était proche, un seul baril suffisait pour empêcher le recul. Là, ici, la pompe est loin, elle est à 600 pieds. Ça a pris 2 barils pour empêcher les reculs. Puis les gens qui connaissent les pompes à piston vacuum savent que ça a un impact là, sur le vacuum de la station. Bien, avec les barils, on n'a pas de variation de vacuum, même si on a l'utilisation de la pompe à piston vacuum. Et même chose, là, ici, j'ai un relâcheur mécanique simple. C'est les plus difficiles à utiliser. Ceux qui ont les reculs les plus importants. Bien, la personne est à 1000 pieds de la station de pompage, elle a mis 2 barils. Puis là, avec les 2 barils, il n'y a pratiquement plus de recul. Puis la personne a dit, bon, je n'ai pas d'électricité. Pour l'instant, je suis heureux. Le jour où j'aurai de l'électricité, on arrangera ça différemment. Tant qu'à tricher, si un jour j'amène de l'électricité dans ces stations-là, ben, on peut faire des modifications. Ça, c'est un relâcheur mécanique qui a été transformé électrique. Fait que toutes les connexions au mur, puis toutes les entrées, on n'a pas eu besoin de changer ça. La personne, elle a percé un trou, puis elle s'est mis sur son relâcheur à pierre, ben, elle s'est mis une pompe submersible dans le cylindre ACDL ici, puis là, ben, son relâcheur est électrifié. Mais comme elle avait un doute, elle a gardé le mécanisme de mécanique. Fait que, ici, on voit les sondes pour l'arrêt et le départ de la pompe. C'est des sondes électriques. Mais elle a gardé sa flotte qu'elle a ajustée plus haut. Parce qu'elle dit, si jamais la pompe électrique ne marche pas, le niveau va monter dans mon bassin, dans mon relâcheur et l'eau va tomber dans le bassin. Et il ne peut rien m'arriver. J'ai un relâcheur à toute épreuve, électrique et mécanique. Et ça, ben, encore là, ça coûte la moitié du prix que si j'avais changé pour un électrique. La même chose ici, relâcheur mécanique transformé électrique. Encore un autre exemple, un relâcheur mécanique transformé électrique. Avec la pompe, là, tu peux la mettre en avant, tu peux la mettre en arrière, tu peux la mettre à côté, tu peux la mettre dedans, mais ça se transforme. Si vous dites, ah, c'est de valeur, moi, j'ai un relâcheur mécanique double avec une vitre entre les deux, là, puis tous les relâcheurs mécaniques que tu as montrés, que tu as virés électriques, ben, c'était des relâcheurs simples. Et oui, on peut acheter une pièce qui va aller entre les deux sections pour remplacer la vitre.
Et là, ben, ça va devenir un grand cylindre dans lequel on va pouvoir mettre une ou deux pompes dedans. Fait que même les relâcheurs mécaniques doubles, comme ça, là, les styles 220, peuvent être électrifiés en enlevant la vitre et en mettant cette pièce-là. Maintenant, choisissons un relâcheur adapté à nos besoins. Ici, là, j'ai deux relâcheurs avec chacun deux pompes. Ça, c'est parce que c'est une station de pompage où il arrive beaucoup de sève, parce qu'il y a beaucoup d'entailles, puis des très grosses couleuses. À cet endroit-là, là, il n'est pas rare qu'il rentre plus de 2,5 gallons par entaille sur une période de 24 heures. Bon, je pourrais avoir, imaginons que j'aurais un seul relâcheur avec une seule pompe. Ça prendrait une pompe incroyable pour fournir ça. Fait que, on peut mettre deux pompes. Ça peut être deux pompes submersibles, ça peut être deux pompes externes si la plomberie est bien faite. Fait que pourquoi j'ai deux relâcheurs avec chacun deux pompes? C'est parce qu'il y a beaucoup de sève qui arrive. Puis ça partage le risque. J'ai deux relâcheurs au lieu d'un, puis il y a deux pompes sur chacun. Fait que ça ne peut pas aller mal sur tout. Il peut y avoir une pompe qui me lâche, mais pas quatre. Fait que ça partage le risque. Gaston Allard avait dit, le volume du transducteur doit être suffisant pour permettre une décélération du mélange de l'air et de l'eau. Ainsi, le poids des gouttelettes d'eau va se diriger sous l'effet de la gravité vers le fond du transducteur, évitant ainsi que le flot d'air ne les entraîne vers le tube à air dont l'entrée est obligatoirement située dans la partie supérieure du transducteur. On doit s'assurer par un design rigoureux de limiter le temps de séjour de l'eau d'érable dans le bol de réception pour pas que sa température augmente. Vous avez peut-être déjà vu des relâcheurs électriques qui étaient des bol tanks avec une pompe. Ben, c'est la manière où on allait chercher l'air dans le bol tank, c'était important pour sortir la chaleur. Puis, le calcul pour savoir quel est le bon, ça c'est dans le CTTA comme référence. Et je dois connaître, bon, j'ai mon nombre d'entailles, c'est sûr. Je vais calculer que mon relâcheur ne se remplira pas à plus de 70 il ne faut pas qu'il se vide plus souvent que 30 fois par heure. Mais il ne faut pas qu'il se vide moins souvent que 2 fois par heure. S'il se vide plus souvent que 30 fois par heure, à un moment donné, le vacuum il va être dur à maintenir s'il est mécanique. Puis s'il est électrique puis il se vide plus que 30 fois par heure, je suis sur le bord là, que bientôt la pompe ne sera pas assez grosse. Et s'il se vide moins que 2 fois à l'heure, ben, il fait chaud là-dedans. C'est que là, la sève peut se dégrader. Quelle est votre coulée horaire maximum? Si on est en gallons, avez-vous 0,1 gallon à l'heure? 0,15? 0,2? Ça, c'est important. Fait que puis bien sûr, quel est le niveau de vacuum que vous allez appliquer sur votre relâcheur? Ça aussi, ça va affecter les pompes quand vous allez le prendre électrique. Où c'est que je peux faire des erreurs? Puis comment je peux compliquer ma vie? Quand que j'ai des quick connect comme ça qui sont vraiment très pratiques, mais ce n'est pas assez étanche pour du vacuum. Même à 15, l'air passe par là. Que ce soit à l'arrivée ou que ce soit pire, en bas à droite, entre le relâcheur et la pompe, ces types de connexions-là ne sont pas assez étanches pour les vides qu'on applique maintenant. Il y a beaucoup trop d'air qui rentre par là. Fait qu'on va plutôt travailler soit avec des ferrules comme ça, puis c'est ça qui pourrait être vissé à gauche ici. Là. J'ai une partie vissée. Je peux le débrancher, puis j'ai mon parti à gauche sur lequel je peux rentrer mon tube collecteur. Ça, c'est étanche. Ensuite, au niveau de la pompe, au lieu d'avoir un quick connect, ben, j'ai du PVC ici avec un joint vissé, avec un joint de caoutchouc blanc très gros, très étanche. Là, je peux réussir à avoir une pompe externe avec ça. Fait que ces choses-là sont remplacées par ces choses-là. Est-ce que c'est étanche dans ma station de pompage? Je vais partir la pompe vacuum. Puis là, je vais regarder, là, je vais monter le vacuum jusqu'à un chiffre, mettons 25 pouces de mercure. Là, je vais faire toutes les valves arrivant du bois là, sont fermées. Là, je vais arrêter la pompe vacuum. Puis normalement, là, entre la pompe, la trappe d'humidité
et le relâcheur, il n'est pas supposé d'avoir de fuite, mais que je revienne dans une heure, le vacuum n'est pas supposé d'avoir changé. Mais si je ne suis pas étanche entre la pompe et le relâcheur, ben, c'est les premières places où on devrait commencer par travailler. Si vous voulez le faire en opération, le détecteur de fuite ACDL ici va vous faire un bruit ou il y a une observation visuelle qu'on peut faire là, qui nous permet de, si on se déplace le long de tous ces tuyaux-là, on peut trouver la fuite, même s'il y a beaucoup de bruit dans cette station-là. Est-ce que tous les relâcheurs sont étanches? Allons voir celui-ci. Fait que visiblement pas, là. Les trous ici avaient été mal faits. Puis des fois, il y a des gens qui manquent les trous, ils les refont. Fait que là, les trous sont beaucoup trop grands. Là, puis même avec du téflon, on ne sera pas capable. Fait que quand on fait faire notre relâcheur, il faut être précis sur nos besoins. Quel est le nombre de trous que je veux? Quel est le diamètre de trous que je veux de chacun des trous? Puis après ça, il y a la pente. Vous seriez surpris du nombre de relâcheurs qui arrivent où ce que les pentes sont légèrement inverses quand ils ont été percés. On va le spécifier. Assurez-vous que les trous que vous allez faire sur mon relâcheur neuf, au moins qu'il soit au niveau, sinon avec une très, très, très légère pente par en haut, mais pas à l'envers, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ensuite, le mât qui est à l'extérieur, il doit être très solide. Puis c'est là que les tubes collecteurs, la broche a fini, pour que entre le mât et le relâcheur, la tension ne s'applique pas. Là. Mais on a un bon ancrage. Puis ça doit être fait pour pas qu'au froid comme aujourd'hui, que le relâcheur ait envie de sortir de la cabane. Je vais passer rapidement sur l'entretien. Chaque compagnie a un beau petit document sur l'entretien de ses relâcheurs. Je vais passer rapidement. Ici, la Pierre, au niveau des relâcheurs mécaniques, nous suggère de faire l'entretien de différentes composantes. Il y a les lubrifiants qui nous sont offerts. Ça peut être de l'huile à base de silicone de grade alimentaire ou de la graisse ou un spray qu'on peut avoir dans le pick-up qui peut être un peu universel. Que si je n'ai pas toujours l'huile et la graisse, mais dans le pick-up, on peut avoir le spray. Les choses qui devraient être propres, c'est la tige là, qui monte puis qui descend ici pour la flotte. Elle doit être nettoyée à l'eau savonneuse, rincée, puis après ça, on va l'enduire de notre huile. On ne prend pas de l'huile végétale parce que l'huile végétale, ça peut rancir, puis là, maintenant, elle devient collante puis épaisse. Cette huile-là ne rancit pas. Les pièces qui bougent sur le dessus aussi devraient être propres et lubrifiées. Toutes les pièces qui bougent. Si c'est à bascule comme ça, les tiges sont nettoyées et lubrifiées et maintenues propres. Si vous avez des pistons qui se démanchent comme ça, on les démanche. Ils sont nettoyés à l'eau savonneuse et rincés. Puis après ça, c'est de la graisse alimentaire, de grade alimentaire comme celle-là, à base de silicone qui va être utilisée là. La pièce de téflon ici devrait être propre pour que le patin il glisse librement. Et après ça, il y a de la graisse de mise dessus, cette graisse-là. Est-ce que le clapet ferme étanche? Est-ce que la rod qui tient la flotte est tordue? Est-ce que ma flotte, il y a un trou dedans et il y a de la sève dedans à la flotte? Beaucoup moins. On a quand même une inspection à faire. Un exemple ici de Dominion qui va nous suggérer que le tuyau, le dernier bout de tuyau qui est ici, devrait être moins rigide que quelque chose de très rigide qui applique une pression des fois un peu importante qui va nuire au déplacement du cylindre ici. Là. Par contre, avec ce genre de tuyau-là, des fois, c'est plus difficile de faire l'étanchéité. Là. Ces collets-là doivent être de bonne qualité. Bien sûr, les relâcheurs mécaniques devraient être placés au niveau. C'est une bonne idée. Et eux autres aussi vont insister sur la propreté des pièces qui bougent. Là. Et on s'en va vers les options pour terminer. Fait que dans les options possibles, le manifold.
on voit de plus en plus de relâcheurs neufs qui n'ont pas de manifold. Le manifold, là, dans la définition de M. Allard, c'est le premier endroit où il va y avoir une décélération des particules d'air pour les ralentir, pour qu'il y ait moins envie, pas les particules d'air, les micro-gouttelettes, pardon, pour qu'il y ait moins envie d'aller vers la pompe vacuum. Fait que le fait d'arriver dans un premier cylindre comme ça, là, ça commence la séparation entre les gouttes puis l'air. Aussi, pas vous, là, parce que vous êtes des professionnels, mais des fois, chez votre voisin, peut-être que vous avez observé là, de la glace qui rentre comme ça là, dans le relâcheur. Là. Il y a peut-être des fuites. Mais là, la glace, elle descend dans le cylindre inférieur. Puis là, ben, il y a des sondes, il y a des flottes, il y a différents mécanismes, il y a des pompes. Puis si j'ai une pompe submersible là-dedans qui reçoit le signal de pomper parce qu'elle touche à de la glace, mais il n'y a pas d'eau, c'est de la glace. Elle peut virer pendant 2 heures, puis là, ben, la pompe, elle va brûler. Fait que ça serait bien de retenir la glace avec un grillage. Un des gros avantages d'avoir un manifold, c'est que je peux y insérer de la glace, y insérer, pardon, le grillage. Très dur d'insérer un grillage dans le cylindre du bas. Beaucoup plus facile en haut. Fait que notre grillage va retenir le frosier, la glace, les petits copeaux de bois d'entaillage, les morceaux de plastique, parce que j'ai une installation neuve. Tout ça va être pour protéger ma pompe. Ensuite, on devrait avoir des valves sur chacun des mains qui arrivent à notre relâcheur. Parce que si vous lavez avec de l'alcool isopropylique, il était prévu que les gaz d'alcool ils restent dans la tube. Si vous n'avez pas de valve comme ça, puis que ça arrive dans le relâcheur, puis vous laissez les couverts de vos relâcheurs, les couverts transparents vieillissent très mal au contact des gaz de l'alcool. Donc, l'été, on démange tout ce qui est les couverts transparents de nos relâcheurs et on ferme toutes les valves. Comme ça, le gaz de l'alcool, il reste dans la tuyauterie. Puis, il y a des techniques de recherche de fuite qui se fait à partir des valves comme ça. D'autres exemples ici, que tant qu'à avoir des valves, ils ont mis des cadrans. Justement, pour chercher les fuites, ferme la valve, observons à quelle vitesse le vacuum va descendre s'il descend. Puis s'il ne descend pas quand la valve est fermée, ce main-là, il a l'air pas pire étanche. C'est une façon de détecter. Dans les options potentielles, il y a le monitoring. Le monitoring, c'est savoir c'est quoi la différence de vacuum entre le relâcheur et le bout du collecteur. Le vacuum au bout du relâcheur ne m'intéresse pas vraiment. Excusez, le vacuum au bout du tube collecteur ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est quoi la différence de vacuum entre les deux extrémités. C'est ça qui est important. Ici, prenons un exemple de quelqu'un qui s'appellerait Joël. Le 7 avril de l'année dernière, ben, le niveau au relâcheur était de 23,6. Le tube 45 était à 23,2, puis le tube 47 était à 23,6. Ces tubes-là ont le même niveau de vide qu'au niveau du relâcheur. On va considérer le numéro 45 avec 0,25 de différence comme étant pas problématique. Vous avez ceux qui ont du monitoring, c'est très difficile de toujours. À mesure que vous augmentez votre vacuum, c'est de plus en plus difficile d'avoir le même vacuum aux deux extrémités. Fait qu'on considère qu'un quart de pouce de vacuum, souvent, c'est une perte là, qui est très souvent observable et que quand on fait des fuites de ce réseau-là, on ne les trouve pas. Fait qu'un quart, pas de problème. Par contre, si j'ai plus qu'un quart, ben là, quand je tombe un peu plus haut, plus bas, là, comme ceux-là qui sont en jaune, prioritaire, puis ceux-là qui sont en rouge, encore plus prioritaire. Mais ce qui compte, c'est la différence entre le relâcheur et l'extrémité. Dans les autres options qu'on peut avoir, c'est est-ce que mon système de régulation de niveau de vide fonctionne manuellement? Est-ce que j'ai ajouté une valve reliée à un petit automate pour faire varier le vacuum en fonction de la température? Il y a plusieurs possibilités. Ici, ben, j'ai le régulateur de pression, puis en arrière, il y a une valve. Puis selon la consigne que le petit automate donne, OK, en ce moment, il fait chaud, on va se permettre un vacuum un peu plus élevé. Cette valve-là va fermer.
S'il fait un peu plus froid, ben là, la valve peut ouvrir légèrement, permettant à l'air de rentrer par le régulateur de pression. C'est le principe. Mais si vous avez des pompes qui vont à très haut vacuum à 29, il faut que les quantités d'air soient quand même limitées. Ces pompes-là n'aiment pas recevoir beaucoup d'air. Ici, on a dans le H2O, le système de H2O, il y a du monitoring qui donne le signal à la valve ici de fermer ou d'ouvrir. Je n'ai pas d'entrée d'air dans ce cas-là. Plutôt que de faire rentrer de l'air, comme ça ici, d'autres entreprises préfèrent fermer une valve entre le relâcheur et la pompe vacuum. Ce que ça va faire, c'est que si tu réduis la capacité de l'air à voyager, ben, tu vas avoir un vacuum qui va être différent. Parce que si ta pompe elle a moins de capacité à sortir l'air du relâcheur parce que tu fermes la valve entre les deux, le vacuum, il va changer. Fait que c'est une autre façon. Fait que je peux faire entrer de l'air pour faire baisser le vacuum ou je peux fermer une valve entre la pompe vacuum et le relâcheur pour faire baisser le vacuum. C'est deux façons. Puis quand on a des pompes très coûteuses qui n'aiment pas beaucoup avoir de l'air, plusieurs entreprises préfèrent avoir une valve. Ici, ça peut être relié au monitoring, justement, pour cette ouverture-là. Ici, on a un exemple de programmation en fonction de la température. Je voudrais, à telle température, je voudrais avoir tel niveau de vide, puis à une autre température, je voudrais avoir un autre niveau de vide. C'est de plus en plus populaire. Mais pour le faire, ben, l'automate, c'est souvent avec une gestion, avec une valve qu'on va y arriver. C'est quand même assez difficile d'arriver à bien choisir le niveau de vide en fonction de la température. La pierre offre une valve pour aller entre le relâcheur et la pompe vacuum. Mais ça vous est déjà arrivé le matin quand vous avez eu une partie du réseau qui a gelé, et là, vous avez une inondation d'eau qui descend de la montagne, là, il arrive beaucoup d'eau. Et le relâcheur ne fournit pas. Et là, l'eau s'en va vers la trappe d'humidité. Et si la trappe d'humidité ne marche pas, l'eau s'en va vers la pompe. Fait que la valve que je peux mettre entre le relâcheur et la pompe vacuum, elle peut servir à moduler. Quand elle ferme un peu, ça va réduire le déplacement entre les deux, donc le vacuum va baisser au niveau du relâcheur. Par contre, je peux mettre une sonde aussi avec cette valve-là. Puis si la sonde elle détecte de la sève qui est en direction de la pompe, là, la valve, elle ferme complètement. Puis elle dit, il n'est pas supposé d'avoir de la sève dans ce tuyau-là. Fait que, on peut avoir des mécanismes complémentaires. On peut laver les relâcheurs. Ici, BHR nous propose des buses. Il ne faut pas oublier d'être capable d'avoir accès, on disait, aux pompes facilement, parce que regardez la grosseur des trous au bout de ces pompes-là. S'il y a du limon, de la morve, des morceaux de plastique, du bois, il faut aller nettoyer ça, sinon le débit de la pompe va être... Mais la buse qui est au-dessus, si elle sert fréquemment, ça va laver ça de façon partiellement. Là. CDL et la pierre ont des systèmes de sprinkler pour justement être capable de laver le relâcheur. On peut y faire rentrer de l'eau par vacuum, on peut pousser de l'eau ou on peut y faire reprendre sa sève. Mais en tout cas, il y a de la turbulence pour essayer de dégommer ou de nettoyer le plus gros. Les flottes. À droite, j'ai une ancienne flotte là, qui est une flotte, mais on voit de plus en plus des sondes, comme sur le CDL, on a des niveaux. Là, quand l'eau touche à ces sondes-là, ça donne des signaux. Mais vous voyez, le noir à gauche puis le gris à droite, c'est un autre type de flotte là, qui est un mécanisme qui est assez simple. Moins à risque peut-être que l'ancienne flotte sur une rod, là, comme celui en haut à droite. Là. On voit de plus en plus des flottes comme ça, là, qui vont monter avec un niveau, puis mener, quand ils sont assez montés, ben, ça donne un signal. La trappe d'humidité, ne pas l'oublier, nos pompes valent de plus en plus cher. Ça prend des trappes d'humidité
très, très fonctionnel. Idéalement, avec un coupe-circuit électrique. Il y a de l'eau dans la trappe d'humidité, là, ça arrête la pompe vacuum. Puis on a même des valves qui peuvent l'arrêter aussi, comme on a dit tantôt. Ici, j'ai une belle trappe d'humidité entre le relâcheur et la pompe vacuum. En plus, dans ceux-là de CDL, il y a un petit matériel pour arrêter des petites gouttelettes. Mais des fois, c'est passé. On a déjà eu des bris de pompe parce que la trappe d'humidité qui était supposée de marcher n'a pas marché. Fait qu'il y a du monde, des fois, qui ne faut plus se faire prendre. Ils ont dit, j'ai un relâcheur mécanique, mais une fois, il n'a pas marché. Fait que, à côté du relâcheur mécanique, il y a un relâcheur mécanique. Comme ça, si l'eau ne tombe plus dans le premier à droite, l'eau s'en va vers la pompe et elle tombe dans le deuxième relâcheur mécanique. Si les deux relâcheurs mécaniques ne marchent pas, là, on n'est vraiment pas chanceux. Puis, c'est pour protéger des fois comme la pompe de gauche qui vaut quand même très, très cher. Ici, j'ai le beau relâcheur Viper de tantôt. Ben, il y a une trappe d'humidité à gauche, mais entre les deux, c'est un relâcheur électrique. Fait que la personne, elle a dit, pour protéger cette superbe pompe-là, qui vaut très cher, après mon relâcheur électrique, il y a un autre relâcheur électrique si jamais le premier ne marche pas, puis après, il y a une trappe d'humidité. BHR nous propose même une trappe à vapeur en plus de la trappe pour l'eau. Et je termine avec si on s'en va souterrain. Si on s'en va souterrain, il n'y a pas de bassin dans la station ici. Fait que là, ça prend une bonne pompe parce que la pompe, elle doit sortir l'eau, la pousser jusqu'à la cabane, combattre la friction de la distance et de la dénivellation, et en plus, ça doit combattre le vacuum. Ça prend tout un cheval pour vider le relâcheur. Et c'est pour ça, des fois, qu'on préfère avoir une pompe ordinaire dans le relâcheur qui fait juste vider ça dans un bassin à côté. Puis le bassin, il n'y a pas besoin d'être gros parce que dans les exemples dont on parle ici, c'est du refoulement souterrain. Je peux refouler 24 heures par jour, ça ne gèle jamais. Fait que je peux le refouler 24 heures par jour parce que ça ne gèle jamais à partir du relâcheur, mais la pompe là-dedans est importante. Ou je peux refouler à partir d'un petit bassin souterrain, mais dans ces deux équipements-là, dans le relâcheur ou au pied du petit bassin, j'ai deux pompes beaucoup moins coûteuses. Deux façons de travailler. Et bien sûr, c'est de plus en plus populaire, le souterrain. C'est qu'on voit de plus en plus des cabanes où ce que les relâcheurs, ils sont dans la cave. Ça aurait plein d'avantages. Par contre, il faut vraiment que le drain de plancher qui soit là soit fonctionnel. Mais des fois, de la manière où j'ai situé ma station de pompage, ce drain-là, il va nulle part. Parce qu'on est plus bas que tout l'environnement autour. Fait que là, il y a une pompe qui est à cet endroit-là. Mais s'il n'y a pas d'électricité, c'est pas juste le relâcheur, c'est pas juste la pompe qui est submersible, là, c'est le relâcheur qui est submersible. Puis si on serait venu 2 semaines plus tard, à quelle hauteur aurait été l'eau qui est en train de monter, là, parce que la ligne électrique était brisée, puis on n'était plus capable de vider le drain de plancher. Donc, il faut en tenir compte. Ah, merci.